Karim Ouchik et Renaud Camus, vous avez évoqué lors de notre dernière conversation concernant le programme de la ligne claire pour les européennes, une politique des sanctuaires qui s'appliquerait aussi à l'école. Pourriez-vous préciser ce que vous préconisez en matière d'éducation? Ah oui, la politique des sanctuaires s'appliquerait presque par excellence à l'école. Je pense personnellement que l'école est dans un tel état de déréliction, d'effondrement du système scolaire en général, touchant aujourd'hui non plus seulement les élèves, mais même les professeurs, qu'il n'y a pas d'espoir de réforme possible. Une 150e réforme de l'éducation n'y change plus rien. On a vu les résultats de toutes celles qui sont intervenues et qui n'ont fait pour la plupart qu'aggraver les choses d'ailleurs. Donc je pense que la seule solution est justement de créer un sanctuaire par ce que j'appelle la sécession scolaire interne. Alors il y a deux termes un peu contradictoires, sécession et interne, mais ce que je veux dire par là est sécession, dans la mesure où il y aurait en effet une séparation, une rupture par le biais d'une réforme, mais interne, pour bien préciser, je ne songe nullement à un système d'éducation privée. Il ne s'agit pas du tout de quitter le système d'éducation publique, mais d'obtenir à l'intérieur du système d'éducation publique, ce qui implique bien évidemment qu'on ait le pouvoir pour le faire, mais d'obtenir que certains établissements soient accordés à ceux qui désirent une réforme sur le fondement de autre concept qui est important dans ce que je propose, il y a plusieurs termes, la sécession scolaire interne, le triple volontariat, c'est-à-dire que absolument personne ne serait contraint à quoi que ce soit, mais ces établissements et ces fonds, évidemment, ces fonds de fonctionnement, seraient alloués selon le nombre de personnes qui le demanderaient, sur le fondement de ce triple volontariat, c'est-à-dire la volonté, bien entendu, des maîtres, des professeurs, la volonté des parents d'élèves et la volonté des élèves eux-mêmes. Personne ne serait contraint à quoi que ce soit. Tout le monde, bien entendu, serait admis, indépendamment de toute considération financière, sociale, d'origine, tout ça n'interviendrait en aucune façon. Ce qui serait essentiel serait le désir de cet enseignement réformé. Car au fond, on sait à peu près, malgré toutes ces réformes catastrophiques, on sait à peu près ce qui marche, ce qui a donné une éducation jadis exceptionnelle en France, et il s'agit de revenir pour l'essentiel à ce système, c'est-à-dire un système fondé sur l'autorité des maîtres, fondé sur un certain formalisme, un formalisme adouci par la gentillesse et la bienveillance, mais un formalisme néanmoins, un enseignement chronologique de la plupart des matières, puisque la plupart des choses sont enseignées maintenant, flottent dans une espèce de temps qui n'a plus aucune consistance, on ne sait plus ce qui est interdit. François Ier est antérieur ou postérieur à Louis XIV, la même chose pour la littérature, pour les arts, tout devient une confusion sans nom, donc la chronologie est très importante. Il y aurait un retour très important également du latin et du grec, car dans la mesure où nous essayons de construire une Europe, il n'y a pas d'élément plus unificateur, à mon avis, en particulier que le latin. Entre parenthèses, je propose qu'il devienne une des langues officielles de l'Europe. Peut-être que le latin n'est pas si mort que ça. Et après tout, Israël nous a bien montré que l'hébreu pouvait redevenir une langue vivante après des siècles. Pourquoi pas le latin? Si nous construisons une Europe, le latin a joué un rôle essentiel dans les langues. Et d'autre part, on sait bien qu'il n'y a pas de pratique cohérente et savante et réelle de beaucoup de langues européennes, à commencer par le français, sans la connaissance du latin, qui est au fond
le secret de notre grammaire, de notre syntaxe, et de beaucoup de choses. Donc le latin, c'est un enseignement aussi totalement indépendant des contraintes commerciales et touristiques, de ces choses-là, qui font que il faut des trimestres qui soient des trimestres, des semaines qui soient des semaines, et certainement pas ces interruptions continuelles qui rendent absolument impossible de tout enseignement. Enfin, on ne peut pas commencer un mois puis on s'arrête parce que c'est les vacances d'hiver, parce que les hôteliers ont besoin que les gens viennent à la montagne ou à la mer. Enfin, toutes ces interruptions sont absurdes. Donc il y aurait vraiment un système assez rigoureux de trimestres et de périodes d'études assez longues et sans interruption et pas constamment entrecoupées. Enfin, tout ce qui constitue un enseignement traditionnel, normal et efficace. Personne ne serait contraint, évidemment. Personne non plus ne serait gardé s'il ne peut, ou surtout s'il ne veut ou elle ne veut pas suivre. C'est-à-dire qu'on renverrait les gens, il y aurait absolument une sélection, on assumerait pleinement la sélection, il n'y a pas d'éducation sans la sélection, ne serait-ce que sélection à l'intérieur de soi-même, il y a une égalité avec soi-même qui est le principe même de l'éducation et d'ailleurs de la culture, et ceux qui ne pourraient et ne voudraient pas suivre ne connaîtraient pas de sort plus amer que d'être renvoyés au système actuel dont les turiféraires nous disent constamment si grand bien. Donc personne ne serait l'objet d'une exclusion cruelle, mais retournerait au système actuel, dont on pourrait néanmoins espérer qu'avec le temps, il soit inspiré par le modèle que l'on créerait par cette sécession scolaire interne. Un autre point très important, et que je crois qu'il serait nécessaire de créer aux côtés de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel, un troisième enseignement, une sorte de corps, de chevaux légers, prêts à intervenir à tout moment pour un enseignement quasi individuel, pour de très petits groupes, mettons, pour que les inégalités de départ puissent être compensées par un service d'aide, d'entraide, d'assistance éducative à disposition de tous ceux qui veulent changer de régime. Si par exemple ils sont desservis par des questions d'origine culturelle, intellectuelle, sociale qui leur nuisent, il faut qu'il y ait un corps d'assistance qui fasse que ces inégalités de départ soient compensées. L'idéal, c'est un accès égal à cette inégalité fondamentale qui est l'éducation et la culture. Voilà les grandes lignes de la réforme que je propose. Pour ma part, je ne peux que partager ces considérations qui sont d'envergure nationale, a priori, mais dans lesquelles nous pourrions largement puiser pour nous projeter dans un horizon européen, car bon nombre des propositions ou des considérations que vous développez peuvent parfaitement être transposées à l'échelle de notre continent. Et vous avez bien raison d'élever le débat à ce niveau-là, car pour ma part, lorsque je dresse un diagnostic du sentiment d'appartenance à l'Europe, je constate l'existence d'un divorce puissant entre les peuples et l'idéal européen. Et ce constat que je tire de l'observation de l'actualité de ces dernières années, je crois pouvoir mettre sur le compte de cette impasse le fait que l'Europe se soit construite plutôt autour des puissances de l'argent, alors qu'elle aurait dû, dès le départ, se bâtir autour des puissances de l'esprit. Certes. Et à partir de là, je crois que tout projet de construction européen, cette aventure que nous menons depuis décennies et qu'il nous faut reprendre et redynamiser, passe nécessairement par un effort considérable en direction des œuvres de l'esprit, c'est-à-dire de la culture et de l'enseignement. Je crois que c'est comme cela que nous pourrons poursuivre l'aventure européenne et réconcilier les peuples, au fond, avec cet idéal européen.
Donc je crois que nous avons quelques propositions à formuler à la ligne claire. Vous avez vous-même cité à l'instant Renaud Camus cette proposition de pouvoir ranger l'usage de la pratique du latin parmi les langues officielles au sein de l'Union européenne. Ce n'est absolument pas impossible. Vous avez cité l'exemple d'Israël qui a pris cette langue, l'hébreu, éteinte depuis des siècles et qui a été, qui a fait l'objet d'une renaissance au fond à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. C'est dire que l'on peut, avec beaucoup de volontarisme politique, eh bien, faire d'une langue ancienne, on peut pratiquer une langue qui est parfaitement usitée au sein d'un peuple ou demain au sein d'un continent. Donc le latin, évidemment, me paraît essentiel. Nous pourrions aussi ajouter, comme autre forme de proposition, cette idée de mobiliser des fonds publics européens pour constituer un pôle public multimédia dont la vocation serait de créer, de bâtir des programmes de qualité, en toutes les langues bien sûr, des pays de l'Union européenne, pour précisément créer ce sentiment d'appartenance européen qui s'est largement évaporé. Et je crois que transmettre la culture par les médias, toutes formes de médias évidemment, la télévision, la radio, les médias internet et autres réseaux sociaux, me paraît être un axe tout à fait fécond. En d'autres termes, pour les plus anciens d'entre nous, pourquoi ne pas bâtir une ORTF à l'échelle de l'Europe? Le RTF, évidemment, avait ses travers, car bien souvent, c'était un instrument pour le pouvoir en place, pour permettre de transmettre un certain nombre de considérations politiques. Chacun s'en souvient, mais chacun se souvient aussi de la qualité de programme qui était réalisé par cette chaîne de services publics, des documentaires, mais aussi des feuilletons et des fictions de grande qualité qui ont permis aux plus jeunes d'entre nous, moi le premier, eh bien, de grandir avec justement tout cet univers, à l'époque, un univers classique de culture française que je garde à l'esprit. Pourquoi ne pas transposer ce modèle de l'ORTF, une nouvelle manière, évidemment, avec les considérations de ce temps, à l'échelle de l'Europe? Donc voilà un beau projet qui me semble parfaitement praticable à l'échelle du continent, pour peu que nous en ayons une volonté politique puissante. Je crois aussi, autre proposition tout à fait envisageable, et là je rejoins votre propos développé autour de l'enseignement, qu'il nous faudrait bâtir un tronc commun de l'enseignement du fait culturel européen. Je pense qu'il y a au sein de l'Europe des invariants culturels. Ces invariants culturels, nous les connaissons, on a pu en citer à l'occasion de nos entretiens ici ou là, en citant l'exemple des abbayes, en citant l'exemple de l'art roman, en citant aussi l'exemple de ces architectures ou de ces pratiques artistiques valorisant le corps féminin. Nous pourrions penser aussi au bain qui, à la fin du XIXe siècle, était une pratique de beaucoup de gens partout en Europe. Le nu en général. Le nu en général, oui. Christian Combaz souligne de façon très pertinente la place du nu dans l'univers conceptuel européen. C'est très juste. Ces femmes et ces hommes, quelquefois, qui apparaissent partout dans l'architecture, y compris dans l'architecture vernaculaire des villes urbaines, par exemple. La présence du nu, qui est très caractéristique, puisque ça ne paraît pas dans les autres civilisations. Et ce sont les marqueurs de cette culture européenne. Chacun a bien compris que le propos me pousse à imaginer qu'il existe un imaginaire culturel commun qui s'est évaporé, évidemment, avec cette Europe tournée vers une dimension matérialiste, dans une logique productiviste. Il nous faut recréer cet imaginaire, et je crois que cet enseignement du fait culturel européen de Dublin à Vilnius, de Stockholm à La Valette, pourrait permettre, au fil des générations, de bâtir un sentiment d'appartenance culturelle commun, et pourquoi pas, dans les dizaines d'années, dans les siècles à venir, aboutir à une réalité qui n'existe pas aujourd'hui à mes yeux, à savoir un peuple européen. Il existe des peuples du continent européen, avec des faits qu'ils ont en commun, une culture, une civilisation qu'ils ont en partage, mais le peuple européen n'existe pas, à mon sens, à l'heure où nous parlons, et c'est une aspiration que je partage, que d'imaginer de pouvoir avoir ce peuple européen. Mais nous ne pourrons construire ce peuple européen
que si nous bâtissons justement ces fondamentaux culturels, et cette proposition que nous formulons à la ligne claire doit y participer. Voilà, je crois qu'en un mot commençant, je crois que cette Europe, nous devons la réanimer, et si nous devons la réanimer, ce sera grâce à la culture, et parmi les courroies de transmission permettant justement à cette culture de s'épanouir, il y aura cet enseignement que vous décrivez assez parfaitement, je crois. Si vous permettez, je voudrais ajouter un mot pour éviter un malentendu. Je suis sûr qu'il n'existe pas dans votre esprit. Et quand nous disons que nous serions attachés à la création d'un peuple européen, ce n'est nullement pour signifier que nous ne voulons plus, bien au contraire, des peuples tels qu'ils existent aujourd'hui et qui sont un élément fondamental, au contraire, de notre projet, qu'il s'agisse du peuple français, du peuple anglais, du peuple suédois, de tous les peuples existants. Ce sont des réalités séculaires qui ne sont pas prêtes à disparaître. Puis-je ajouter aussi, pour ne pas oublier ce point qui me tient à cœur, et aussi à vous, puisque vous êtes l'auteur de cette idée, l'idée de pouvoir créer aussi une académie des arts et des lettres. Je crois que oui, parmi les leviers culturels que nous devons mettre au cœur de notre projet, nous avons cité le latin, nous avons cité cet ORTF européen, nous avons cité ce tronc commun d'enseignement, nous pouvons ajouter aussi la création d'une académie des arts et des lettres qui pourrait être au fond le lieu de cette excellence de la culture européenne et que nous pourrions, je crois, comme les institutions de l'Union européenne, abriter à Vienne, oui, ou à Schönbrunn. Enfin, Vienne, vous n'avez pas de palais, qui abrite très très bien l'Académie européenne que nous souhaitons. Thank you.